auprès d'un... Voilà, chers amis auditeurs, auditrices, nous sommes revenus dans vos maisons pour vous parler toujours de votre santé sur plusieurs formes, sur plusieurs dimensions, comment il faut maintenir votre système immunitaire au top, voilà, pour ne pas être frappé par cette pandémie du coronavirus. La sœur Danielle est déjà ici, Danielle Pliat, Nazaire Napoléon Alagbe. Daniel, Ave Maria, bonjour. Ave Maria, frère Nazaire, et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, donc nous allons prier. On va laisser d'abord cette belle chanson de Hüsner qui dit « Il est toujours fidèle, hein, toujours le Seigneur ». Daniel, on va prier. Oui, Seigneur, tu es vraiment fidèle, tu es là au milieu de nous. Et nous te saluons et nous invoquons maintenant ton Esprit Saint. Par l'intercession de la Vierge Marie qui est son temple, qui est son épouse, qui est le canal de toutes tes grâces. Esprit Saint, gloire et louange à toi. Esprit d'amour, de puissance, gloire à Dieu le Père et à ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Esprit Saint, que notre travail de ce jour et de ce moment, que ces émissions que nous faisons servent ta gloire et fassent venir ton règne de santé, ton règne de vie. Nous avons mis notre foi en Jésus Sauveur. Nous savons que nous ne serons pas confondus. Esprit Saint, inspire maintenant nos pensées, nos paroles, nos actions et nos silences, afin qu'ils soient conformes à ta sainte volonté. Bénis nos corps et accrois nos capacités pour mieux te servir. Assiste-nous par tes dons d'intelligence, de connaissance, de sagesse et de force. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée. Voilà, Daniel, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous avons commencé déjà par parler des enzymes, des nutriments, tout ça, pour comment il faut manger bien, qu'est-ce qu'il faut manger, et manger surtout la crudité, comme tu l'as dit la fois dernière. Je ne sais pas, aujourd'hui, nous allons parler précisément de quoi ? Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre stratégie de conquête. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Lorsqu'on rentre dans une guerre, on est dans une guerre pour la santé. La santé, c'est une conquête. Et c'est une guerre que nous devons mener au quotidien. Et dans cette guerre, il faut avoir des stratégies. Et c'est ces stratégies que j'essaie de vous décortiquer pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Et on te dit, quand tu rentres dans une guerre, tu te connais toi-même. Connais-toi toi-même. Si tu ne te connais pas, l'ennemi, lui, il va découvrir tes faiblesses et il va te contre-attaquer. Donc, connais-toi toi-même. C'est sur ça que nous sommes. Nous allons voir après comment nous allons découvrir l'ennemi. Et on dit, connais-toi toi-même. Et la deuxième étape de la stratégie de guerre, c'est connaître ton ennemi pour pouvoir mieux l'anticiper et résister lorsqu'il va essayer de t'envahir. Donc, on est dans cette stratégie de conquête de la santé basée sur la parole de Dieu. N'oubliez jamais qu'en filigrane, tout ce que je vous dis, c'est basé scientifiquement sur la parole de Dieu et que tout ça, c'est pour vous aider à vivre longtemps sur cette terre en bonne santé, sans maladie, selon le plan de Dieu sur nous. Donc aujourd'hui, de quoi nous allons parler ? Nous allons parler toujours des arsenaux de guerre. Je vous avais commencé à vous décortiquer le premier arsenal de guerre. N'oubliez pas que c'était donc les nutriments que nous mangeons. Nous avons parlé des macronutriments, des micronutriments. Je vais vous donner plein d'exemples. Ensuite, le deuxième arsenal de guerre que nous avons abordé, ce sont les enzymes. Et je vous ai montré comment ça faisait partie de nos cellules et que si ces enzymes, des aliments qui manquaient d'enzymes, c'était des aliments qui étaient morts. Et je vous ai bien montré la différence entre des aliments morts et des aliments vivants. Il y a un troisième arsenal de guerre que nous allons aborder. Nous allons aborder le troisième arsenal de guerre et le quatrième arsenal de guerre. Il y en a 5 que nous allons décortiquer. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du troisième matériel de guerre qui sont, et ça va vous étonner, ce sont les intestins, notamment l'intestin grêle. Vous allez me dire, qu'est-ce que nous ramène encore aujourd'hui, Daniel ? Eh oui, je veux vous parler de l'intestin grêle parce qu'on ne vous en parle pas. Mais c'est un guerrier, c'est un arsenal de guerre. Et je vais vous dire en quoi c'est que l'intestin grêle. On a tous fait des cours de physiologie, de sciences naturelles, mais tout ça, on a tendance à oublier. On oublie que nous sommes faits de cela. Alors, l'intestin grêle, vous savez que la partie des intestins, il y a l'intestin grêle, il y a le gros intestin qu'on appelle le côlon. Voilà. Mais je veux vous parler d'abord de l'intestin grêle parce que lui, avant qu'on aille au côlon, c'est d'abord l'intestin grêle qui joue son rôle. Alors, l'intestin grêle, clairement, je veux vous le dire, c'est un arsenal de guerre. C'est un organe clé.
Parce que sa muqueuse, en fait, sert de barrière entre le milieu intérieur de l'organisme humain et les dangereux facteurs de l'environnement. Donc, vous allez dire, mais attends, les intestins sont à l'intérieur, comment ils peuvent servir de barrière? Eh oui, de barrière contre ce que nous sommes en train de parler, ce que nous vivons actuellement, contre les bactéries, contre les virus, contre tous les aliments qui ne sont pas sains, qui ne sont pas vivants. L'intestin grêle sert de barrière. Chez beaucoup d'individus, la barrière joue mal son rôle. Et c'est ça. Et il se laisse traverser par trop de macronutriments. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. Quand il y a trop de macronutriments, nous tombons dans l'alimentation morte. Quand il y a beaucoup de micronutriments, nous rentrons dans une alimentation vivante. Et bien, cet intestin grêle, en fait, sert de barrière pour empêcher les macronutriments. Donc, lui, il essaie de filtrer les macronutriments pour que nous ne soyons pas débordés. Et beaucoup d'individus aujourd'hui, lorsqu'on parle de problèmes de santé, c'est le point de départ, frère Nazaire. Il faut que les auditeurs, vous le compreniez. Le point de départ de pratiquement 80% de vos maladies commence dans l'intestin grêle. Ça, c'est les dernières évolutions qui sont en train d'être développées au niveau international et dans la science de la compréhension du corps. Parce que nos intestins constituent des clés de notre immunité. Retenez que 80% des cellules immunitaires sont localisées dans l'intestin. On ne vous en parle pas. Alors aujourd'hui, justement, l'une des armes pour lutter contre le Covid, c'est comment se porte mon intestin grêle, mes intestins de manière générale. Parce que quel est mon système immunitaire à ce niveau? Quelle est la mission de l'intestin grêle? Le rôle de l'intestin grêle, c'est lui qui permet d'acheminer le bol alimentaire. Donc, les aliments que vous avez envoyés dans le corps, il fait le tri entre les macronutriments et les micronutriments. Et lui, maintenant, il va acheminer le bol alimentaire en analysant les aliments et en les triant. Donc, il trie pour laisser passer dans le sang les nutriments dont l'organisme a besoin. Et il va se débarrasser, donc comme je vous ai dit, des bactéries pathogènes, des virus, des aliments non assimilables qui seront éliminés dans le côlon. Et donc, pour vous rappeler simplement la structure de l'intestin grêle, vous avez donc 3 grandes structures. Vous avez le duodénum. Le duodénum, donc l'intestin grêle, déjà, il mesure 5 à 6 mètres. Ça, c'est nous les hommes. Chez certains herbivores comme les moutons et les bœufs, les vaches, eux, c'est jusqu'à 9-12 mètres. Donc, nous ne sommes pas herbivores. Je le rappelle encore pour mettre un terme à ce discours aujourd'hui qui est prôné et préconisé par beaucoup de gens qui disent ne mangez que des herbes. Je suis désolé, nous ne sommes pas des herbivores. Nous sommes des omnivores. Nous ne sommes pas non plus des carnivores, nous sommes des omnivores. Et Dieu a dimensionné nos intestins à la mesure de ce que nous devons manger. Donc, notre intestin grêle mesure 5 à 6 mètres et comporte 3 parties. Je rappelle encore, ça va vous faire une mémoire, il y a le duodénum. Le duodénum, c'est lui, là où vient se placer la tête du pancréas. Donc, il est juste en dessous du pancréas. Le pancréas, rappelez-vous, il est en dessous de l'estomac. Le duodénum. Après, vous avez le jéjunum. Le jéjunum, il est constitué donc d'un certain nombre de villosités. Et vous avez l'iléon. Donc retenez le duodénum, le jéjunum et l'iléon qui constituent donc les anses qui permettent donc de voir un peu les circonvolutions de l'intestin. Donc la paroi intestinale est formée de plusieurs couches qui sont en partant de ce qu'on appelle la lumière intestinale, la muqueuse, la musculeuse, la sous-muqueuse et la séreuse. Je ne rentre pas dans trop les détails pour ne pas vous embrouiller, mais retenez que voilà, j'ai parlé donc de muqueuse et de sous et de musculeuse. Oui, il y a des muscles dans l'intestin grêle. Ces muscles ont des mouvements et c'est eux qui permettent d'acheminer le bol alimentaire après que le tri soit effectué au niveau supérieur par le foie, l'estomac et les trucs. C'est lui qui va maintenant faire le tri et qui va maintenant, par les mouvements, les muscles de l'intestin, va favoriser l'excrétion du bol alimentaire avec les bons aliments qui vont rentrer. Et les bons aliments rentrent dans le sang au niveau du jéjunum. C'est dans le jéjunum, à partir du jéjunum, que les vaisseaux sanguins, vaisseaux capillaires viennent puiser les éléments qui sont les bons éléments et qui vont rentrer dans le corps. Et maintenant, les éléments qui ne sont pas bons vont être excrétés. Et c'est ça que lui va envoyer maintenant vers le côlon pour que le côlon, lui, les récupère pour l'éliminer donc par les selles. Donc, vous voyez, c'est vraiment un organe essentiel. Et je vous pose la question aujourd'hui, mes chers auditeurs. Quel est l'état de vos intestins?
Comment vous mangez va déterminer la nature de vos intestins. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la plupart des maladies prennent naissance dans l'intestin. Si aujourd'hui vous avez des faiblesses au niveau pulmonaire et que vous pouvez être sujet à des attaques du Covid-19, c'est parce que déjà à la base, les intestins, eux, ils ont été dépassés dans leur fonction de nettoyage. Donc, vous devez comprendre que c'est vraiment une muraille de Chine. Et c'est un grand spécialiste des intestins, Éric Ourdeau, qui est le directeur de recherche à Toulouse, qui va découvrir les effets et qui parle donc justement de l'intestin. Comme d'un arsenal de guerre, il dit, les intestins, c'est une muraille de Chine avec une armée sur les créneaux et une autre derrière pour défendre notre organisme. Des armées avec de les bactéries qui vivent dans l'intestin et qui laissent passer les amis et bloquent les ennemis. Qui dit mieux? C'est extraordinaire. Quand on rentre dans cela, vous voyez la conséquence, l'impact d'un mauvais fonctionnement intestinal sur l'ensemble de la santé. Les maladies neurodégénératives, les maladies d'Alzheimer, les maladies à virus, les maladies rhumatoïdes, les diabètes, les hypertensions, tout cela, je peux étonner, mais je dis c'est la vérité et c'est les grandes découvertes aujourd'hui qui prennent naissance et qui attaquent les neurones intestinales. Parce que, comme je vous ai dit, retenez-le, 80% de notre système immunitaire, de nos neurones intestinales sont localisés dans l'intestin grêle. Donc, avant les premiers symptômes des autres maladies que vous avez, le problème a commencé déjà au niveau de l'intestin. Donc, cet arsenal de guerre, il est fondamental. Et qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Déjà, depuis l'âge de l'enfance, nous préparons les maladies que nous allons avoir à travers l'alimentation. Je vous ai parlé la fois dernière des laits, je vous ai parlé des céréales. Vous avez compris de quoi il s'agit. Il s'agit de manger équilibré. Et donc, si vous ne faites pas le nécessaire, vous voyez ce que l'intestin fait déjà. Mais si cet intestin est mal entretenu, il devient une passoire. Il devient une passoire et les macronutriments que vous avez mangés vont passer la barrière intestinale. Vous voyez, on appelle des jonctions serrées. Au niveau de l'intestin, il y a des jonctions serrées qui font des blocs pour empêcher, comme on vous a dit, la muraille de Chine qui empêche les ennemis de passer. Donc, c'est les macronutriments, ceux qui ne sont pas utiles, les mauvaises bactéries, parce qu'il y a de bonnes bactéries, les mauvais virus, ils les empêchent de passer. Mais à cause de notre alimentation, et je veux parler tout particulièrement du blé, le blé, aujourd'hui, vous voyez, frère Nazer, c'est une catastrophe. Le blé que nous consommons, les pains à base de blé. Aujourd'hui, nous mangeons beaucoup de blé. Et voilà l'une des conséquences des maladies qui sont en train de faire fureur et qui détruisent beaucoup de corps aujourd'hui. Parce que le blé contient une substance qu'on appelle la gliadine. Oui. Et la gliadine, c'est une substance qui est visqueuse. C'est une sorte d'enzyme qui est visqueuse et qui... elle est tellement élastique qu'elle arrive à forte dose de consommation, elle passe la barrière intestinale. Donc, elle va déverrouiller les jonctions serrées, elle va rentrer dans partie la lumière intestinale et voilà, les dégâts vont commencer. Et ces macronutriments viennent donc du blé. La gliadine, donc, à cause de sa substance visqueuse, pénètre donc, défonce la muraille de Chine, passe la barrière intestinale et nous sommes dans les maladies, donc toutes les maladies qu'on appelle les maladies intestinales, les rectocolites, les maladies du grêle, les maladies de Crohn, etc., qui sont des maladies terribles parce que c'est le point de départ de la plupart de tous les cancers. J'ai oublié de vous parler des cancers. Les cancers du côlon, les cancers du foie, généralement ça commence d'abord dans l'intestin grêle. Donc vous voyez, c'est un organe essentiel. Et donc je dis attention à la consommation de blé. Je suis peut-être en train de dire des choses qu'on n'aime pas entendre, mais je suis en train de le dire. Et je dis, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas manger du pain. J'en ai parlé la fois dernière. Oui. Je dis à la place du blé, nous pouvons faire aujourd'hui du pain au fonio. Nous pouvons faire du pain au manioc. Nous pouvons faire du bon pain avec des céréales de chez nous, du pain au sorgho. Quand vous faites du pain au sorgho, c'est un délice. Et voilà les aliments qui, eux, à cause de leur substance, n'ont pas de gluten. Le blé a trop de gluten. Et ce gluten entraîne la gliadine qui va intoxiquer et le corps est débordé et n'arrive plus à gérer. Donc, c'est dire qu'on peut manger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger le pain. On va me dire, mais oui, mais Diane, ne pas manger le pain. On va manger du pain. Et on le fait avec nos céréales, ça reviendra encore moins cher. Je parle du point de vue économique. Parce que si le gouvernement le prend à bras le corps, on peut justement démocratiser la consommation du fonio, la consommation du sorgho, et en faire du bon pain. Et il sera moins cher. On pourra vendre du pain à 50 francs parce que le sorgho est de chez nous. Le fonio est cultivé ici. Alors que le blé, je suis désolé, le blé ne pousse pas au Bénin. Le blé ne pousse pas dans les pays
pays africains, il est importé. Et la dernière fois, c'est Monseigneur Adjou qui a fait venir des boulangers, et dedans, il y avait une Européenne, une Française, qui me disait qu'elle était dans le nord Andali, et qu'elle, justement, elle disait, mais que quand elle a regardé la qualité du blé que nous consommons pour faire le pain aujourd'hui, elle dit que par rapport au blé qui est consommé en Europe, nous sommes dans la 4e catégorie. C'est-à-dire que c'est le plus mauvais blé. Eux, là-bas, là, ils donnent ça aux animaux. Et bien, c'est ce blé, quand elle est arrivée, elle dit, elle était choquée. Qu'elle a dit, mais je veux essayer de vous proposer le fonio. Nous raffolons du fonio là-bas parce que déjà, c'est une céréale sans gluten. Nous voulons le sorgho. On n'en trouve pas. Donnez-moi des farines de local pour pouvoir faire du bon pain. Elle me dit, sœur Danielle, j'étais ébahie. J'ai pas pu trouver la farine de fonio. J'ai pas pu trouver la farine de sorgho. On me dit, c'est trop compliqué pour en trouver. Et puis, il faut aller jusqu'au nord. Il faut beaucoup... C'est compliqué. Et puis, elle dit, mais c'est pas possible. Et elle dit, je ne ferai pas tout ce qui est pizza, tout ce qui est quiche, les bêtises que nous faisons dans nos pays et qui vous ont colonisé ici, les croissants et tout, je n'en ferai pas. Elle dit que dans la boulangerie, des clients arrivaient et disaient, mais nous voulons des croissants. Nous voulons des friands. Nous voulons des pains au chocolat. Elle dit, mais vous pouvez faire des galettes, vous pouvez faire des pains, vous pouvez faire des gâteaux excellents sans rentrer dans nos travers. Elle dit, non, la mentalité est déjà bousillée. Ils veulent faire comme nous les Blancs. Alors que nous les Blancs, nous sommes en train de verser le processus pour devenir maintenant plus près de la nature. Et toutes les céréales qui font votre richesse ici, nous, c'est ce que nous recherchons. Vous voyez, et ça c'est important que je le dise, pour que nous prenions conscience que nous avons des richesses. Je suis une béninoise, je prône mon alimentation africaine. Et je dis, commençons justement par cette bonne alimentation à sécuriser, à conquérir notre santé. Parce que ce que je suis en train de dire là, le fait même que nous prenions la décision de bouger, d'arrêter de consommer du blé et d'utiliser donc nos bonnes céréales, c'est déjà une partie de la guerre que nous sommes en train de mener pour pouvoir avoir de bons éléments que l'intestin reconnaît et qui vont protéger l'intestin. Donc voilà donc le 3e arsenal de guerre dont je voulais vous parler, qui est donc l'intestin grêle, et je vais vous demander donc de veiller à cela. Combien d'entre vous faites régulièrement des nettoyages de l'intestin? Je voulais en venir parce que je voulais demander après tout ça, est-ce qu'on ne va pas proposer aux auditeurs ce qu'il faut faire pour entretenir son intestin grêle? Voilà ce qu'il faut faire pour entretenir son intestin grêle. Comme je vous ai dit, il faut que vous compreniez qu'une fois par an, ce n'est pas facultatif. Écoutez-moi bien, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Si vous voulez être centenaire, il faut entretenir cet arsenal de guerre. Même une arme, quand on prend l'arme pour l'utiliser. Vous voyez, les armuriers, ils ont des produits, ils ont des poudres. Merci, frère Nazaire, qu'ils mettent dans l'arme là pour que quand ils vont tirer, ça tire juste. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut pouvoir faire des pauses. Des pauses, donc c'est des jeûnes, mais des jeûnes coachés, organisés. Ne vous levez pas pour faire les jeûnes désordonnés que vous faites là. Il faut pouvoir mettre les intestins au repos et maintenant lui donner des plantes. Nous avons des plantes extraordinaires. Vous allez venir au centre Jean Pliat, vous allez les découvrir. Mais des plantes qui sont là spécifiquement pour l'intestin. Et quand on vous les donne, ça permet de nettoyer. Beaucoup de patients sont venus, ils ont essayé ces plantes, ils disent mais c'est pas possible. Je ne pouvais pas imaginer. Quand je ne faisais pas ce nettoyage, quand j'allais à la selle, j'avais 2 petites boules là qui sortaient. Depuis que j'ai commencé à utiliser ces plantes, mais quand je regarde dans la cuvette, lorsque je finis d'aller à la selle, je vois des paquets de toxines, de déchets qui sortent. Mais tout ça sort d'où? Mais je dis voilà, c'était des trucs qui s'étaient collés sur les micro-intestins et qui sont restés là. Et vous dites tous les jours, mais je vais à la selle, donc j'élimine. Mais non, comme je vous ai dit, 6 mètres, regardez 6 mètres. Et dans ces 6 mètres-là, les aliments qui n'arrivent pas à être digérés, le côlon n'arrive pas à les éliminer, donc ils se collent sur l'intestin grêle et ils restent là dans les villosités. Et vous dites, je vais à la selle. Il faut mettre les intestins au repos. On a des cures que nous proposons, on appelle ça des cures détox. Quand les gens viennent, on les prend sur 3 jours. Et pendant les 3 jours-là, donc, nous mettons les intestins au repos. Nous favorisons le nettoyage des intestins et en fait, nous leur donnons des plantes. Ceux qui ne veulent pas venir faire la cure détox, ils peuvent le faire à domicile. Mais venez prendre les informations, on va vous donner les plantes, vous allez faire le nettoyage et vous-même, vous allez voir ce qui va sortir. Et vous verrez après que vous allez vous sentir léger. Et il y a un impact automatiquement parce que vous êtes léger, le teint. Il y a beaucoup de femmes qui, quand on leur fait ça, elles découvrent qu'elles avaient des acnés, elles avaient des boutons, elles avaient le teint terne. Et dès que nous faisons la cure, le minimum, c'est 3 jours. Le maximum, c'est 10 jours à 15 jours. Et si vous pouvez même le faire sur 1 mois, c'est l'idéal.
un mois dans l'année, cure détox. Vous nettoyez le côlon, les intestins grêles avec ces plantes que Dieu nous a données. Nous en avons plein. Venez les découvrir. Mais nous en avons déjà des plantes comme le pissenlit, le yantotoué. Nous avons des plantes qui sont là remarquables. Des plantes de chez nous, le quinqueliba, etc. Mais il y a une manière de les faire, de les agencer pour pouvoir le faire. Donc, il faut mettre les intestins au repos. Deuxièmement, il faut laisser sortir les toxines, les déchets. Ne dites jamais, non, moi, mon intestin est propre, c'est pas vrai. Parce que l'intestin, comment vous savez que votre intestin est propre? Frère Nazaire, quand je vais au sel, mes selles ne doivent pas être nauséabondes. Ça là, c'est un critère. Moi, je le dis. Si tu es un intestin qui est propre, quand tu rentres dans les toilettes, que tu sors des toilettes et que quelqu'un d'autre rentre dedans, il ne doit pas y avoir d'odeur. Le fait qu'il y ait des odeurs, c'est la putréfaction qu'il y a dans ton ventre là, dans les intestins là, qui sont ressortis à travers les selles. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, lui c'est le bol alimentaire qui fait, avec les muscles, qui fait sortir les toxines. Mais comme je dis, beaucoup de toxines, de bactéries, de mauvaises bactéries restent collées. Donc, critère numéro 1, si j'ai des selles qui sont nauséabondes, si j'ai des gaz qui sentent mauvais, il faut que je m'alarme pour dire, c'est quelle odeur bizarre. Moi, même quand je sens l'odeur là, je dis, il y a un problème. Si je fais des gaz, les gaz ne doivent pas avoir d'odeur. Je peux être à côté de toi, faire un Nazaire, je fais un gaz, tu ne l'en sauras pas parce qu'il n'y a pas d'odeur. S'il n'y a pas d'odeur, c'est le signal que tes intestins sont propres. Mais pour y arriver, c'est ce que je suis en train de dire. Si tu ne le mets pas, même une machine, dans les grandes industries, pour entretenir une machine, on la met au repos. On la met au repos. On ne dit pas, fait la maintenance. Merci. Elle ne continue pas de travailler. Puis on dit, non, c'est pas possible. Donc, vous devez accepter une semaine, 3, 4, 5 jours, le repos, laisser les intestins et leur donner maintenant les plantes, les compléments, les trucs qui vont leur permettre de favoriser le nettoyage. Et après, maintenant, vous reprenez une alimentation saine. Parce que c'est ça que je veux expliquer. Généralement, c'est la mauvaise alimentation dont je vous ai déjà commencé à vous décortiquer qui amène donc cette putréfaction qui stagnent dans l'intestin et qui ne sont pas éliminés. Mais le drame, c'est que si vous finissez de faire cette cure, où vous allez passer le temps, un mois, pour nettoyer l'intestin, après tout de suite, ne recommencez pas à manger vos bêtises. Vous arrêtez. Je vous ai parlé du lait. Le lait est un nid de mauvaises bactéries qui colonisent l'intestin et qui créent donc des putréfactions, des gaz. Combien de femmes j'ai vu qui me disent, mais quand je prends le lait de quelque manière que ce soit, je commence à faire des gaz, je commence à avoir des remontées. Eh bien ça, c'est les effets du lait. Donc si vous faites une cure de détox et que vous sortez de là et que après ça, vous allez encore recommencer à manger vos laits, recommencer à manger vos pains à base de blé, recommencer à manger vos abobo du matin, l'intestin va dire, le corps va dire, mais je comprends pas. Elle vient de me nettoyer. Je suis en train déjà de récupérer, de reprendre le contrôle. Et puis voilà, elle recommence à m'intoxiquer avec les mauvais aliments. Vous voyez, il faut vraiment, et ça, c'est comme je dis, c'est des stratégies. Une fois par an, moi je vous dis, je le fais. Les grands naturopathes le savent, il faut faire. Vous pouvez également vous faire aider. Il y a des centres ici, vous venez, on va vous orienter. On a des centres où vous pouvez aller faire le nettoyage du côlon. Les gens qui veulent aller vite, on fait des nettoyages du côlon avec une stratégie, c'est pas aller simplement. Ou pendant 3 séances de suite, on vous demande de faire du nettoyage. Donc vous avez dans les centres et on vous met des appareils avec de l'eau qui vont entrer dans le côlon et pour aller nettoyer le côlon. Je vous dis, moi-même, je le fais régulièrement, mon Dieu. Quand je regarde, alors que malgré mon alimentation saine, malgré les principes dont je suis en train de vous dire que j'applique, quand je fais le nettoyage du côlon avec l'eau là, quand je vois les déchets qui sortent, je dis, c'est pas possible. Mais tout ça là, ça sort d'où? Eh bien, c'était dans l'intestin grêle. Malgré la bonne alimentation, malgré tout ce que je suis en train de dire, les toxines s'installent. Donc, une fois par an. Je dois le faire. Je dois le faire. Nettoyer l'intestin grêle parce que si cet arsenal-là, il commence à pourrir, eh bien, c'est le début des maladies. Voilà donc ce que je pouvais dire donc sur l'intestin et vous rappeler encore une fois que c'est un organe essentiel. Il participe à la digestion des aliments. Il permet d'effectuer les bonnes enzymes, de faire le tri et c'est un organe essentiel. Intestin grêle. Troisième retenez-le. Arsenal et je de vous guerre. dis encore une fois, retenez ce que je vous ai dit. Oui. C'est notre deuxième cerveau. Quand le cerveau, au niveau des neurones, là-bas, nous avons 10 milliards de neurones, mais 80% des cellules immunitaires de nos neurones, on appelle les neurones intestinales, sont dans notre intestin et nous permettent de nous protéger. Voilà. Donc déjà, vous êtes en train de comprendre que l'un des éléments pour lutter contre le Covid, frère Nazaire, je suis radical. Si vous ne regardez pas d'abord ce qu'il y a dans le ventre et qu'on se concentre uniquement sur la sphère pulmonaire, c'est là qu'il y a l'erreur. Il faut d'abord aller voir ce qui
qui se passe dans l'intestin. Est-ce que la personne élimine bien? Est-ce qu'elle n'est pas constipée? Est-ce qu'il n'y a pas de gaz nauséabonds? Est-ce qu'il n'y a pas des remontées gastriques? Est-ce qu'il n'y a pas des ulcères? Parce que c'est là, c'est le nid. Et donc, lui, quand il est débordé les intestins, il appelle secours. Il dit, hé, poumon, j'ai trop de toxines, je ne sais plus quoi en faire. Donc, il dit au sang d'aller déposer une partie des toxines sur les poumons. Or, le virus, quand il vous attaque, lui, quand il sait déjà que les poumons sont encombrés de déchets, de mucus et tout, il s'infiltre et il se colle. Parce que c'est un virus qui est vicieux. Hein. Il se colle au mucus, là, au pus qui est là, et puis il infiltre vos alvéoles. Parce que vous savez que l'air que vous respirez, pourquoi on nous dit aujourd'hui de mettre justement le masque? C'est pourquoi? Parce que quand vous respirez, qu'est-ce qui se passe? L'air passe d'abord dans la trachée. Quand il va passer dans la trachée, il va aller maintenant dans les bronches. Mais dans les bronches, on a maintenant ce qu'on appelle les bronchioles. Donc, c'est des petites bronchioles. L'air passe là et avant d'aller maintenant dans ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Regardez ce cheminement. Donc, le virus, lui, quand il le sent, lui, il voit à travers votre corps parce que lui, c'est là où le système immunitaire est fort. Il rentre à travers la respiration. Quelqu'un avec qui vous parlez, qui enlève, on voit un post-it qui est déjà atteint, lui, il va rentrer dans votre respiration, il passe la trachée, il rentre dans les bronches, il rentre dans les bronchioles, il attaque les alvéoles pulmonaires. Et là, il s'installe. Et là, les dégâts commencent. La fibrose pulmonaire, il commence à faire les dégâts. Vous toussez, vous commencez à avoir du mucus, et ce mucus était déjà là, donc lui, il amplifie, il perturbe complètement le fonctionnement, vous vous étouffez, vous avez la fièvre. Voilà, vous voyez ? Quand vous faites ça, faut savoir déjà que c'est les intestins qui ont crié au secours. Et que les poumons, eux, ils sont aussi débordés parce que les déchets que les intestins, eux, n'ont pas pu gérer, ils les renvoient au niveau des poumons et les poumons disent « moi, j'en ai déjà ». Donc, le virus, lui, il en profite, il s'infiltre. C'est un élément déterminant de la stratégie de conquête. Si nous ne comprenons pas ça, si nous n'éliminons pas bien, je dis les sels là, ça doit être 2 fois par jour. Une fois le matin quand je me réveille, ce que j'ai mangé la veille doit sortir. Les gens qui s'installent dans la constipation chronique là et qui disent moi je vais à la selle 1 fois par semaine là, attention, c'est le nid justement pour les maladies. C'est des signaux. Et les signaux qu'il faut faire maladie, attention. voilà. Je dois éliminer tous les jours. Et quand j'élimine, ce n'est pas de petites crottes, c'est des volumes. Parce que ce que j'ai mangé là, quand j'ai bien dégradé, le corps doit éliminer. Ces volumes-là ne doivent pas stagner. Ils stagnent là 2-3 jours, la putréfaction commence et les maladies, comme je vous ai dit, vont commencer donc à s'installer. Donc vous voyez, c'est vraiment un deuxième cerveau parce que la digestion, le processus de digestion est tellement complexe, prend 6 heures. Et ça, je veux le dire également, nous mangeons à temps et à contre-temps. Il faut une organisation. Quand je mange aujourd'hui, supposons frère Nazaire que vous avez pris votre petit déjeuner à 7 heures le matin, si le déjeuner est complet, il vous faut au moins 6 heures. Nous sommes adultes. Il nous faut 6 heures. Donc 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Voilà. Il faut que ce soit 13 heures avant que le prochain repas ne rentre. Mais si j'ai pris par exemple déjà un repas ou un sandwich ou je ne sais pas n'importe quoi, on le voit dans les gens qui travaillent dans les ministères. Vous prenez des plats ou des sandwichs à 10 heures en disant que vous faites la pause. Et à midi, 13 heures, quand on sonne l'heure du repas, vous sortez, vous allez vous mettre dans les maquis et vous mangez. Mais le corps dit, mais je ne comprends pas. Il est en pleine digestion. L'aliment que vous avez mangé à 10 heures n'a pas encore été dégradé. Et vous lui renvoyez encore un bol de pâte avec de la sauce et puis du mouton et tout. Il dit, mais alors, je n'ai même pas encore fini de digérer le sandwich et le haricot, peut-être qu'il a pris déjà à 9 heures et voilà qu'il est déjà en train de m'envoyer encore un autre bol alimentaire. Et vous voyez, et on s'assoit sur des non-digestions qui vont s'accumuler et voilà les dégâts. Donc, vous comprenez que la digestion, c'est vraiment un processus complexe. Bon, peut-être que c'est une ignorance, excuse-moi Daniel, parce que même dans les séminaires, dans les grands séminaires, des formations, tout ça, le calendrier est fait comme ça. Hein? L'agenda, voilà. On fait pause à 10 heures, à 13 heures, on passe encore pour le déjeuner. Mais c'est des erreurs incalculables. Et c'est là que les maladies commencent, dans les ministères, dans les séminaires. Parce que voilà, comme tu dis, on prend le petit déjeuner, et puis à 10 heures, on dit soi-disant pause café. Je n'aime d'ailleurs pas ce nom, parce que moi, je ne suis pas pause café. On me parle de bouillie, pause bouillie. Oui, voilà. D'accord. On fait la pause, voilà. Et donc, cette pause-là, elle est faite vers 10h, 10h30. Donc, on a empiffré, on a pris tout ça, on fait ces mélanges, et puis la digestion commence. Supposons que même avant que, comme si vous avez pris le petit déjeuner, votre petit déjeuner n'a pas encore été fini d'être digéré. Et puis, vers 10h,
Vous lui envoyez encore cette soi-disant petite pause. Le corps dit OK. Donc, il arrête la digestion qu'il avait commencé. Tu le petit déjeuner que vous aviez pris, il dit, bon, je laisse ça de côté et je vais m'attaquer maintenant à ce qui vient d'arriver. Il commence, il est en phase A, en phase B et puis en phase C. Paf, 13 heures. On a encore balancé. Il dit, bon, donc il va laisser ce que vous avez commencé à manger à la pause et il va maintenant s'attaquer au repas du midi. Donc, vous voyez, de relais en relais, d'oubli en oubli, le corps dit, mais je suis débordé, mais comment je vais gérer? Et c'est comme ça que s'installe la fatigue. On dit, je suis tout le temps fatigué, mais je ne comprends pas. Je me lève le matin, pourtant, voilà. On commence pas à dormir. On commence à s'endormir. On a somnolence. On n'arrive plus à suivre. On n'est plus tonique. Et surtout, quand on sort de là, on ne fait pas de sport pour essayer d'éliminer. Vous voyez le cercle vicieux. Je vous dis que pour continuer à penser pendant que nous digérons, nous avons besoin d'un deuxième cerveau. Parce que le mécanisme, tout ce que je vous explique là, mais c'est des milliers de cellules, de neurones qui se mettent en branle, les neurotransmetteurs, pour favoriser la digestion. Regardez surtout quand vous faites les mélanges d'aliments. Regardez ce qui se passe. Le corps va aller chercher, mais qu'est-ce qui est huile là? Qu'est-ce qui est sucre? Qu'est-ce qui est protéines? Qu'est-ce qui est minéraux? Il essaie de décortiquer. Pendant que nous digérons, si nous voulons continuer à penser, c'est pour ça que vous voyez que les gens, quand ils finissent de manger là, c'est quand le cerveau est tellement débordé qu'il commence à s'endormir, il commence à somnoler. D'où l'intérêt, comme on dit, de faire la sieste. Vous voyez, dans notre tradition, on recommande les parents, à midi, quand ils ont fini de manger, ils vont se reposer. Parce que dans ce temps-là, le corps est tellement sollicité que lorsque vous faites le repos, ça permet au corps de pouvoir mieux faire la digestion rapidement. Les gens qui font la sieste ont de meilleures digestions que ceux qui ne font pas la sieste. Alors, raison de plus, si vous n'arrivez pas, parce que vous êtes dans un travail qui vous impose des rythmes pas possibles, raison de plus pour pouvoir respecter ce rythme. Je mange à 7 heures du matin, même si je suis dans un séminaire, on me dit pause, je ne touche à rien. Je respecte mes 6 heures. À midi 13 heures, je mange équilibré, des aliments bien équilibrés. Quand j'ai fini de manger, mon repas de 13 heures, il a fini d'être digéré à 18 heures, 19 heures. Oui. Si avant 18 heures, 19 heures, je renvoie en quoi, soi-disant goûter, que je renvoie encore dans le corps dit, hey, bon, ok. Et il attend. Et puis, je me retrouve déjà à 19 heures. On prend. Et puis voilà, vous voyez, le deuxième cerveau. Ce cerveau, comme je vous ai dit, il est composé de 200 millions de neurones, soit plus que dans le cerveau d'un chien. Nos intestins sont vraiment extraordinaires. Donc voilà, je viens de manière passionnée de vous parler de cet arsenal de guerre qui est l'intestin, et je vous dis, si vous le maintenez, si vous l'entretenez, si vous lui donnez tout ce qu'il faut, il va vous accompagner et vous endiguer, vous bloquer toutes les maladies, parce que comme je vous ai dit, c'est le siège de nombreuses maladies. Malheureusement, on ne vous en parle pas suffisamment. Voilà mon frère. Voilà, donc nous avons parlé des nutriments, des enzymes, maintenant de l'intestin grêle comme troisième arsenal de guerre. Nous pouvons déjà commencer par parler pour le moment du quatrième arsenal de la guerre, voilà. Et oui, parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Voilà. On va juste introduire et puis finir dans notre émission. Voilà, dans notre émission. Alors, donc retenez bien, hein, j'espère que quand je vous parle là, vous avez un petit cahier. En tout cas, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Daniel, tonton, c'est des cours entiers que tu es en train de nous donner. Nous notons, nous prenons note et ils me disent. De toute façon, je suis le premier élève. Tu es le premier élève, Nazaire, vraiment bravo. Donc, vous voyez, on a fini de parler du troisième arsenal de guerre, il faut l'entretenir. Nous allons parler maintenant d'un quatrième matériel de guerre. Vous allez dire, c'est une affaire de guerre. Je dis oui, c'est une affaire de guerre. Donc, quatrième matériel de guerre, on l'appelle le microbiote. Alors, vous allez me dire, mais elle a parlé des intestins maintenant. C'est quoi encore ce microbiote? Je vais vous décortiquer, je donne juste le sens du microbiote et vous allez comprendre. Le microbiote, retenez que c'est un organe à part entière. Je veux juste vous expliquer. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la cellule. Je vous avais dit que la cellule, elle est constituée d'une membrane, elle a un cytoplasme et elle a un noyau. Ça, j'en avais parlé suffisamment. C'est l'amas d'un certain nombre de cellules qui va vous donner des organes. Voilà. Donc, le cœur, le foie, les intestins et tout ça sont constitués donc d'un amas de cellules. Et cet amas de cellules va donner des organes. Ces organes maintenant vont constituer ce qu'on appelle l'appareil. Donc, quand on vous parle de l'appareil digestif, c'est un ensemble de cellules constituées en organes qui donnent l'appareil digestif, qui vous donnent le foie, l'estomac, le pancréas, etc. Donc,
Le microbiote également, c'est un assemblage de cellules qui est un organe à part entière. En fait, c'est quoi? C'est la population bactérienne. Voilà. C'est les bactéries qui environnent tout notre corps. Nous sommes faits de bactéries, de bonnes bactéries et de mauvaises bactéries. Je vous ai dit, et je vous le rappelle, que la cellule, elle est spécialiste. C'est un réseau. C'est un réseau. Aujourd'hui, quand on vous parle de réseau cellulaire, la cellule est un réseau. Elle est spécialiste de la santé collaborative. Santé collaborative. Santé collaborative. Mais son action se déroule à l'intérieur de notre organisme. Les cellules, pour les protéger de l'environnement extérieur. Donc, pour les protéger de l'air, que vous connaissez les 9 facteurs décisifs, je vous les rappelle, l'air, l'eau, les aliments et tout, les surfaces divers, elles ont développé, donc les cellules, un partenariat avec les bactéries. Oui, c'est trop fort. Santé collaborative. Donc, pour nous protéger de l'environnement extérieur, de tout ce que nous mangeons, des macronutriments, de l'air, de la mauvaise qualité de l'air. Si, par exemple, vous respiriez de l'air des pots d'échappement, c'est le microbiote qui, avec les bactéries et les cellules, ils vont faire un partenariat pour pouvoir vous protéger contre les gaz, les substances toxiques qu'il y a dans l'air. Les cellules, le microbiote, lui, il sert donc de barrière. Donc, les cellules vont développer un partenariat avec les bactéries, les champignons et les virus. Oui, comme vous allez dire, mais leur rôle, c'est de limiter les virus. Non. Je vous dis, parfois, pour attaquer ton ennemi, il faut savoir mettre en place des stratégies avec lui. Donc, les cellules vont constituer un partenariat avec les bonnes bactéries, les bons champignons, les bons virus. Le résultat de ce partenariat est ce qu'on a un biofilm de protection qui recouvre l'ensemble de notre corps et qui assure le rôle d'armure biologique. C'est ça le microbiote. Le microbiote, c'est une merveille. Vous savez, il y a le microbiote cutané. Votre peau, là, est recouverte d'un biofilm qui permet donc de protéger l'extérieur. Quand un insecte veut vous piquer, il y a ce biofilm. Lui, vous ne le voyez pas. Mais l'insecte, lui, le perçoit. Si ce microbiote-là est suffisamment puissant, et qu'il est bien armé grâce à une alimentation saine et tous les éléments, comme je vous ai dit, vous êtes quelqu'un qui restait beaucoup à l'extérieur, vous êtes quelqu'un qui vous exposait au soleil, vous êtes quelqu'un qui voyait la lumière, vous n'êtes pas toujours dans un environnement climatisé. L'insecte ou le virus, lorsqu'il arrive, il voit ce microbiote. Il dit, waouh, le blocage, le barrage qui est là, je ne peux pas passer. Et il est éjecté. Vous voyez, on a un microbiote au niveau cutané. On a un microbiote au niveau des poumons. Je vous parlais tout à l'heure des poumons. Je vous parlais des alvéoles. Les alvéoles pulmonaires, elles sont dans un microbiote. C'est un biofilm qui les environne. Nous venons de parler donc des intestins. Nous avons un biofilm également qui nous propose, on parle du microbiote intestinal. Au niveau du vagin, pour les femmes, nous avons un microbiote vaginal. C'est un biofilm qui est là et qui protège. C'est pour ça qu'on dit que lorsque la naissance, et rappelez-vous ce que le professeur Joyeux disait, il dit, l'enfant, il est dans un cocon immunitaire. Et quand il est dans l'utérus, et quand à travers le vagin, l'utérus a un microbiote qui protège l'enfant contre les attaques. Même si la maman mange mal, l'enfant, lui, il arrive à développer, grâce à ce microbiote de l'utérus, des remparts pour empêcher que les virus l'atteignent. Ouais. Et au niveau du vagin, pourquoi on prône l'accouchement par voie basse? Et ça, je lance un appel encore aux femmes. Je veux vous dire, les césariennes ne sont pas une fatalité. Encore une fois, comme je dis, on peut très bien vous dire, oui, l'enfant, elle m'a positionné, l'enfant n'est pas dans la bonne posture, et puis vous êtes fatigué. Ne baissez pas les bras. Qu'est-ce que je vous ai dit? La santé, c'est une guerre. Quand on vous dit ça, mes chères dames, souvenez-vous qu'il y a une petite dame, Danielle, là, qui vous a parlé de quelque chose, et qui vous dit que vous pouvez changer le positionnement de l'enfant. Nous avons des méthodes naturelles extraordinaires, basées sur les sciences et qui permettent donc de repositionner l'enfant. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour la alimentation. Je parle aux femmes qui veulent être enceintes. Protégez déjà votre corps. Si on vous a dit, la sage-femme ou le gynéco vous dit, vous êtes faible, vous manquez de fer et tout, ne vous contentez pas des compléments qu'on va vous donner. Dites-vous, mais qu'est-ce que je dois manger? Comment? Et quels sont les aliments qui sont favorables pour que je puisse favoriser un bon microbiote et pour que mon enfant soit protégé? Si l'enfant est bien protégé, vous verrez, le vagin au moment de l'accouchement,
va lui aussi avec son microbiote protéger. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Oui. Les femmes qui accouchent par césarienne, elles court-circuitent un élément du système immunitaire de leurs enfants. Parce que à travers le vagin, il y a ce microbiote dont je suis en train de vous parler qui est là et qui a des anticorps. Et quand l'enfant passe par le vagin, ces anticorps-là se développent et se fixent sur les gènes et sur le corps de l'enfant et le protègent donc des mauvaises bactéries parce que l'enfant, il va être exposé maintenant à toutes les bactéries qui sont dans le centre hospitalier. Donc, s'il n'est pas passé par la barrière du vagin, qui représente une barrière, une armure biologique, vous allez voir que l'enfant va être fragilisé. Et aujourd'hui, il y a des études qui l'ont démontré que les enfants qui naissent par césarienne sont des enfants plus fragiles que les enfants qui naissent par voie basse. Parce que justement, ils n'ont pas eu cette protection du microbiote vaginal qui leur permet donc de pouvoir résister aux allergies. Et vous voyez comment les allergies se démultiplient chez beaucoup d'enfants aujourd'hui. Je dis bien, c'est justement l'accouchement qui est fait par césarienne. Et raison de plus, parfois, vraiment, la science montre qu'on ne peut pas faire autrement. Si vraiment vous avez des femmes m'entendent et qu'elles ont eu des enfants, observez bien. Généralement, les femmes, quand je leur explique, elles me disent « Ah, c'est vrai, tata. J'ai observé que cet enfant-là, je l'ai eu par césarienne. L'autre, je l'ai eu par voie basse. Mais j'ai remarqué que celui qui est né par césarienne, il est beaucoup plus fragile. Il fait beaucoup de crises de palu. Il est beaucoup plus fatigué. Il est souvent anémié. » Je dis « Très bien. Vous voyez que je ne vous raconte pas d'histoire. » Tandis que l'autre que j'ai eu par voie basse, là, elle est une fille pourtant, elle est tonique, elle est moins malade et tout. Je ne comprenais pas. Je dis, c'est ça. C'est la césarienne. Parce que il a été exposé trop rapidement, sans protection aux bactéries extérieures. Et comme je dis, la protection que fait le biofilm, là, n'a pas pu être utile pour lui permettre de résister. Et donc, déjà, à la naissance, il est fragilisé. Mais c'est pas une fatalité, hein. Comme je vous ai dit, rappelez-vous, l'alimentation. Raison de plus, un enfant qui est né par césarienne, plus que jamais le lait maternel. Parce que Dieu dit, OK, il y a un élément du circuit normal qui a été court-circuité. Maintenant, on peut rattraper. On peut rattraper par le lait maternel. Donc, on aura la possibilité de développer. Je vais vous parler de ce microbiote dans la prochaine émission et nous allons pouvoir l'expliquer amplement. Mais je vous ai donné la définition déjà de manière concrète et vous voyez de quoi il s'agit. Voilà, merci beaucoup Daniel. J'étais tout oui et très passionné par ce développement. Ah oui. Merci, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, chers amis auditeurs. Nous allons mettre un thème à cette émission. C'était Daniel et Napoléon Nazé-Alagoué, mais Daniel Plia, bien sûr, excusez-moi, et Nazé-Napoléon Alagoué. Nous allons prier pour... fini cette émission, Daniel. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions. Nous avons confié cette émission à l'Esprit Saint et l'Esprit Saint qui est l'Esprit de feu, l'Esprit de force nous a accompagnés. Et je le remercie pour tout ce que vous avez intégré. La connaissance est le début de la vie. Mon peuple périt faute de connaissance. L'objectif de tout ce que je dis, c'est pour que vous saisissiez la connaissance, pour pouvoir mener une vie saine, équilibrée et en bonne santé. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes comme connaissance. Nous te remercions pour la bonne volonté, la bonne intelligence de tous les auditeurs. Va les rejoindre là où ils sont, va les visiter, Esprit Saint, pour que leur vie soit renouvelée par ces paroles que tu leur permets d'entendre aujourd'hui. Protège-les, garde-les de tout mal et des embûches du démon, et que la Vierge Marie, notre maman, soit notre protectrice et notre guide. Amen. Amen.